En fait, une organisation humanitaire au Kenya, une organisation censée donner de la nourriture aux enfants en difficulté, a bien été arrêtée parce que cette organisation indienne, pendant qu'ils donnaient de la nourriture, avant que les enfants mangent, ces derniers étaient forcés de réciter des prières vers Krishna ou vers la religion indienne. Des petits Africains qui n'ont rien, mais pour manger, en tout cas ici, il faudrait faire la prière de Krishna. C'est une maladie comme pas possible. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Super. Donc oui, les amis, au Kenya, il faut qu'on en parle, je pense que c'est très intéressant. Le Kenya a suspendu le programme de cantine scolaire de la Krishna Foundation dans 17 écoles. En effet, ils travaillent dans des endroits reculés du Kenya. C'est dans le comté de Kilifi en particulier, dans la région de Ganze. Le Kenya est un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encouragerai d'aller jeter un coup d'œil. Vous serez ébloui. C'est une communauté très indépendante, une communauté très libre dans la tête. Une mentalité que je trouve très intéressante en tout cas, parmi la population africaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ce qui s'est passé, c'est que cette organisation de non-profit est partie dans les endroits les plus reculés du Kenya pour essayer d'apporter leur participation. Vous savez comment ça se passe généralement. Des fois, ils sont sponsorisés, quelquefois, ils sont pas sponsorisés. Ils vont en Afrique. Vous savez comment ça se passe. On estime que les Africains sont des mendiants en général. Si pas des mendiants, en tout cas des gens souvent en difficulté. Alors pourquoi ne pas faire un tour en Afrique pour voir comment on peut assister? Mais dans ce cas, c'était différent parce qu'ils ne sont pas seulement partis pour aider les enfants en leur donnant à manger. Il y avait aussi quelque chose d'inédit qui s'est passé. En effet, à chaque fois qu'il y avait présentation de nourriture, les enfants étaient là, venus des foyers en pauvreté manifestement, on a besoin de manger. On leur imposait de faire une prière vers Krishna. Ok? Alors les autorités ont appris ceci. D'abord, regardez comment le professeur est en train d'encourager les enfants. La prière de Krishna que je vous explique, c'est ce que nous allons faire ici. Le professeur la traduira en anglais. Vous la trouverez également ici. Commençons par la prière, puis nous mangerons. Il est en train d'expliquer, il faut faire la prière, vous voyez, ce n'est rien. C'est un peu comme le Coran, c'est un peu comme la Bible. Faites seulement la prière et mangez tout le bazar. Ça semble anodin, mais en réalité, vous savez, la prière, c'est beaucoup de choses. Hein. Et puis, ces enfants n'ont pas l'âge de prendre des décisions pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu consentement de leurs parents? Pour l'interrogation. En tant que parents, on nous a appelés. Ils sont allés nous expliquer les règles de ce repas pendant qu'ils nous l'expliquaient. Ils nous ont dit qu'il y avait une prière à dire, mais nous, les parents, avons refusé, car nous n'en connaissions pas le sens. N'importe quel parent ne voudrait pas que n'importe qui vienne raconter n'importe quoi à leurs enfants. Ce serait complètement incohérent. Je pense que si on le faisait à l'insu de l'autorisation des parents, on pourrait être facilement traduit en justice. Alors, le gouvernement kényan s'est levé par rapport à ça. Ils sont tout à fait fâchés, ce qui a conduit à l'interdiction des vidéos devenues virales qui montraient des élèves à qui on demandait de réciter des prières hindoues avant de recevoir le repas. Voudriez-vous que vos enfants fassent des récitations de prières hindoues avant d'avoir à manger? Bah écoutez, il faudrait reconnaître qu'il y a eu une vulnérabilité dans cette histoire. La vulnérabilité est simple, il n'y a pas à manger. Comme il n'y a pas à manger, n'importe qui pourrait saisir l'opportunité pour y apporter ce que lui veut après avoir apporté à manger. Voilà pourquoi il est très important d'entretenir ses enfants, sa famille, son foyer et tout ce qui t'appartient. Il faudrait s'assurer de garder la porte de sa maison en fournissant ce qu'il y a de nécessaire. Parce que le ventre creux te fera faire des choses que tu ne veux pas. Même quand tu ne veux pas. Quand le petit a faim, il a vraiment faim. Issu d'une famille pauvre. Certainement les Krishna, machin, histoire, ont apporté des trucs intéressants. Des trucs à manger que l'enfant généralement ne mange pas à la maison. Quand vous le faites voir cette histoire, et vous lui demandez, fais la récitation, fais simplement la récitation. Quelles sont les chances? C'est à quel degré que l'enfant aurait le courage de refuser de le faire? À moins qu'il ne soit vraiment entraîné par les parents. Il faudrait le dire, comment les Indiens sont arrivés au Kenya, c'est une histoire historique. En effet, pendant le colonialisme, quand les Anglais géraient encore le Kenya et l'Ouganda, ils avaient besoin de construire des rails de train partant de Mombasa, regardez sur la carte, Mombasa au Kenya, jusqu'à Kampala. L'objectif était très simple. Trouver un moyen très rapide et express de pouvoir piller, emmener au port à Mombasa et partir vendre dans le monde. L'objectif des Anglais était celui du pillage. C'était simple. Mais avant de le faire,
les Anglais avaient besoin de main-d'œuvre et des gens compétents pour construire ces rails. Au lieu de prendre des Noirs africains qui étaient sur place, ils ont préféré aller chercher des Indiens. Ils sont partis chercher des Indiens. Et certaines personnes disent qu'ils sont partis chercher des Indiens parce qu'ils ont trouvé que les Noirs étaient incompétents. Les Noirs étaient simplement des gens bourrés de force, mais sans cerveau, d'après ces rapports. Et pendant ces temps aussi, il y a eu les lions des Tsavo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les lions des Tsavo sont des lions qui ont dévoré beaucoup de personnes pendant cette construction de rails. Beaucoup d'Indiens ont été dévorés. Les Blancs aussi ont été dévorés. Donc c'est comme si ça a sauvé les Noirs. Les lions de Tsavo ont mangé des gens comme pas possible jusqu'à ce qu'il fallait importer un chasseur professionnel venant de la Grande-Bretagne pour venir tuer ces lions. Bon, on a pris aussi les squelettes des lions, on les a vendus aux États-Unis. Jusqu'à présent, on ne les a jamais rendus. Donc, à l'époque, les Anglais ont importé des Indiens. Et après la colonisation, les Anglais sont repartis chez eux. Les Indiens, en tout cas beaucoup parmi eux, sont restés. Certains en Ouganda, d'autres au Kenya. Au fait, je pense qu'au Kenya, ils ont leur propre tribu. On les appelle les Bahindi. Donc, tribu Bahindi. Ils sont enregistrés comme tribus. Et ces Indiens sont ceux qui gèrent évidemment l'économie, les grands business et tout le bazar. C'est les gens qui contrôlent l'économie du pays. Et beaucoup des Noirs travaillent pour ces Indiens, pour la plupart des cas. Et ce sont des gens, malheureusement aujourd'hui, vous trouverez, qui construisent des immeubles, des appartements exclusivement indiens, des restaurants exclusivement indiens, des choses qui sont complètement incohérentes. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont leur communauté totalement à part. Ils ne se mélangent pas avec les Noirs. C'est au Kenya, mais c'est leur communauté à part. Ils ne sont pas parmi tout le monde. Nous vivons chez vous, nous profitons de votre passeport, mais nous ne sommes pas vous. C'est un peu comme ça. Le gouvernement a réagi en suspendant les programmes, évoquant la nécessité de respecter la garantie constitutionnelle de liberté religieuse. Donc vous donnez à manger, prétextant que vous le faites par amour et par sympathie, mais en réalité vous êtes en train de violer les garanties constitutionnelles de liberté religieuse de ces enfants. Vous êtes un peu en train de les imposer. Vous mangez, mais on vous impose notre idéologie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une honte pour le Kenya, parce que ça démontre que comment est-ce que ces gens sont parvenus à arriver dans ces endroits pour aller donner à manger. C'est-à-dire que le Kenya est en train de faillir à ses responsabilités. Qui est censé nourrir ces enfants? Et pourquoi ces enfants sont en difficulté? Pourquoi ces enfants sont en difficulté? Il faut combien d'argent pour nourrir, je sais pas, 700 enfants? Même pas $1000. Tout à fait. En Afrique, même pas $1000 pour le faire. Est-ce que le gouvernement kenyan n'a pas ces capacités? Ben écoutez, le Kenya récemment d'ailleurs a payé à peu près $179 000 le mois à un monsieur, un Américain, pour faire du lobbying pour le Kenya chez monsieur Trump. $179 000 de salaire chaque mois, ok? Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de Kenyans, beaucoup de médecins kenyans qui sont en difficulté, qui ne vivent pas très bien. Il y a beaucoup de gens au Kenya qui sont obligés de partir en Arabie Saoudite pour travailler comme domestiques afin de se faire une vie. Mais c'est honteux, c'est honteux. Le député de Kilifi Nord, Owen Baya, a critiqué la suspension en qualifiant des précipités, des préjudiciables aux enfants vulnérables qui dépendent de ces repas. Donc, un député kenyan dit la décision a été précipitée. Okay? Ce sont les enfants qui vont souffrir. Ils ne mangeront pas. Il y a des gens qui ont tué la honte. Ils ont tué la honte. C'est ça l'Afrique en général. La maladie qu'on trouve à gauche, on la trouve généralement à droite. Et c'est ça ce genre d'histoire. On ne sait pas comment. C'est indigne. Et vous savez, comme je le dis encore précédemment, si vous ne savez pas comment assurer la responsabilité de votre maison, vous ne savez pas comment gérer votre épouse, malheureusement, ne soyez pas étonné si le boss l'appelle à 4 heures du matin pour lui dire, madame, il faut être là à 7 heures. Même pendant le week-end. Malheureusement, c'est ça. Il faut reconnaître ici, le premier mari de votre femme, si elle est travailleuse, c'est son boss, que vous le vouliez. Le premier mari de votre femme, si elle travaille, c'est son boss. Écoutez, il y a des moments où vous demandez à votre femme de faire des choses, peut-être pour vous faire un petit truc à manger, ou peut-être passer un petit moment au lit, d'extra et machin histoire. Elle pourrait dire qu'elle est fatiguée. Et c'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est samedi, je veux me coucher et tout le bazar. Écoutez, regardez son téléphone sonner pendant que c'est écrit le boss ou le patron qui l'appelle au même moment lui disant, écoutez madame, je veux vous voir dans 1 heure au bureau. Et regardez si elle dira non. Elle ne dira pas non. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous soyez le boss numéro 1 de votre... En ayant évidemment les moyens pour effectuer cette histoire. Sinon, vous êtes, mon cher ami, le 2e bureau de votre boss. On va en Ouganda. Pourquoi en Ouganda? C'est très intéressant. Ce genre de comportement n'est pas unique. Okay? C'est pas unique au Kenya. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En fait, en Ouganda, il y a eu une tragédie d'ailleurs qui s'est passée. Comme on disait, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une jeune femme qui est partie en Ouganda, une jeune blanche américaine, Renée Bash. En fait, Renée Bash est partie en Ouganda prétextant qu'elle était médecin. Elle est d'abord initialement partie comme humanitaire, donnant à manger aux enfants, soignant les enfants avec des petites histoires.
donnant des paracétamol, petit à petit des paracétamol, aspirine, traitement des poumons, machin. Elle a commencé à faire des opérations, des chirurgies, sans qualification. René Batch, hein, le syndrome de sauveur blanc, incroyable. Une jeune américaine partie au Ouganda pour aller soutenir des Noirs, évidemment aller aider comme ils aiment aider en Afrique. En fin de compte, elle a commencé à distribuer des médicaments et après ça, elle a commencé à faire des opérations chirurgicales. Et malheureusement, elle en a tué beaucoup. Plus de 100 enfants étaient morts entre 2010 et 2015. 100 enfants. 100. Des mères ougandaises ont affirmé avoir été trompées, croyant que René Batch était une véritable médecin. Mais en réalité, elle ne l'était pas. Okay? Certains enfants ont été retirés d'hôpitaux pour être transférés à SCH. Imaginez-vous un enfant à l'hôpital ayant été retiré parce qu'on lui a dit, on l'a dit à la maman que voilà, il y a une organisation au nom de SCH gérée par René Batch qui vous donne des soins gratos. Vous retirez l'enfant, évidemment, pour ne pas payer beaucoup d'argent. Vous allez chez René Batch, mais c'est une menteuse. Elle ne l'est pas. Okay? Et ces enfants auraient reçu des soins inadaptés ou insuffisants selon les accusations. En 2019, René Batch a été poursuivi en justice par 2 mères ougandaises et l'organisation Women Pro Bono Initiative. L'affaire a attiré l'attention internationale, notamment grâce à des groupes No White Saviors, donc des gens qui s'opposent à ces White Savior mentality. White Savior, c'est l'idée selon laquelle certains blancs se perçoivent comme des sauveurs des Noirs, des sauveurs du monde. Alors il y a une organisation au nom de No White Saviors qui s'est levée contre cette histoire. On a accusé cette femme de négligence médicale et de paternalisme colonial. René Batch ensuite a été entraîné en justice, mais bizarrement s'est retrouvé aux États-Unis d'Amérique de manière inattendue, impromptue. Et on a conclu l'accord à l'amiable entre elle et certaines de ses mères, après avoir tué plus de 100 enfants. Okay. L'impact plus large, le scandale a suscité les indignations mondiales et soulevé des questions cruciales sur l'absence de régulation dans l'aide humanitaire étrangère. Donc, c'est ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si vous ne protégez pas votre maison, n'importe qui viendra faire la pagaille. Et c'est comme ça. Ça ne se limite pas là. Okay. Au Nigeria, c'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En 1996, une organisation pharmaceutique est partie au Nigeria pour aller conduire des tests et des exercices lors de l'épidémie de méningite qui a fait plus de 12 000 morts au Nigeria. Beaucoup de gens étaient tombés à l'époque. La société pharmaceutique Pfizer a emmené des essais cliniques. Et monsieur Bibi, vous connaissez Bibi? Billy aussi était là. Il avait investi dans cette histoire. Il travaillait sur des antibiotiques expérimentales, la trovafloxacine. Donc, Bill a mis de l'argent pour qu'on développe cette histoire. Mais il fallait tester ça chez des humains. Ils sont partis au Nigeria sans consentement des malades et de leurs membres de famille. Ils ont commencé à faire des... Et pendant cette histoire, beaucoup de personnes sont tombées. On parle de 500 personnes. Plus de la moitié de ces personnes ont reçu le médicament expérimental. Okay? Encore une fois, les parents n'ont pas donné leur consentement dans cette histoire. Ils n'avaient pas dit, OK, donnez à nos enfants ces médicaments expérimentaux. Les familles de victimes ont intenté des poursuites judiciaires au Nigeria et aux États-Unis. Évidemment, pour faire tomber Bibi, ce n'est pas facile. OK? Et Pfizer a nié toutes les fautes, mais finit par conclure un accord à l'amiable. OK? À peu près 75 millions de dollars pour compensation et soutien aux familles concernées. 75 millions de dollars, évidemment, c'est pour 500 vies. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Donc, c'est ça, les amis. Alors, merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.